Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Swag Radio, la voix qui informe, qui analyse et qui éclaire. Voici le grand journal, votre rendez-vous incontournable avec l'actualité nationale et internationale, politique, économie, société, culture et grands enjeux mondiaux. Nous décryptons pour vous les faits au-delà des titres. Je suis Arlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Ensemble, nous faisons le tour de l'essentiel, Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. N'oubliez pas de passer la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. À Washington, dans son allocution d'une durée d'1h47, encore pour un discours sur l'état de l'Union, le dirigeant républicain de 79 ans a présenté son bilan comme la meilleure plateforme de campagne possible pour son parti. Avant des législatives cruciales en novembre, le récit est d'Alexandra Croarini de France 24 dans ce grand journal. Acclamé comme une rockstar, Donald Trump fait son entrée au Congrès. Merci beaucoup à tous, c'est vraiment un honneur. Pendant 1h47, il s'est adressé aux Américains, un record pour un discours sur l'état de l'Union, une prouesse qui ne tient pas aux annonces peu nombreuses du président, mais plutôt à ses talents d'orateur et à sa capacité à s'auto-congratuler, notamment sur l'économie. Notre nation est de retour, plus grande, meilleure, plus riche et plus forte qu'avant. La lutte contre l'immigration illégale est aussi une grande source de fierté. Ovationné longuement sur son bilan, le président voudrait aller encore plus loin et rendre obligatoire la présentation de documents d'identité dans les bureaux de vote. Il appelle les membres du Congrès à soutenir sa réforme. Le Congrès devrait s'unir et adopter dès maintenant cette législation de bon sens qui sauvera le pays. Selon Donald Trump, les scrutins seraient faussés par le vote de personnes en situation irrégulière. Une affirmation non sourcée, dénoncée comme d'autres par les démocrates. J'ai trouvé que c'était un état de délire, c'est tout ce que j'ai à dire. Le parti d'opposition a chargé la gouverneure de Virginie de prononcer le traditionnel droit de réponse. Elle a notamment insisté sur le coût de la vie pour les Américains. Les coûts sont trop élevés dans les domaines du logement, de la santé, de l'énergie et de l'éducation. Et je sais que ces mêmes discussions ont lieu partout dans le pays. Les démocrates fustigent un président déconnecté et interpellent les Américains sur les méthodes de l'ICE, les licenciements massifs dans les administrations et la gestion de l'affaire Epstein. Nous restons toujours à Washington dans ce grand journal. L'atmosphère était électrique à Capitol Hill lors du discours sur l'état de l'Union prononcé par le président Donald Trump devant le Congrès, réuni en session conjointe. Introvation du camp républicain et silence glacial du côté démocrate. Une confrontation verbale a cristallisé les tensions. La réponse ferme de la députée Ilhan Omar. Écoutons un reportage dans ce grand journal. C'est ce qu'a lancé la démocrate Ilhan Omar à Donald Trump lors du discours du président américain sur l'état de l'Union. Quelques minutes plus tôt, peu après le début du discours de Donald Trump, un élu démocrate a été évacué de la salle. La raison, il a brandi cette pancarte « Les Noirs ne sont pas des singes ». Il faisait allusion à une vidéo raciste postée par Donald Trump sur Truth Social le 6 février au sujet du couple Obama. I wanted him to know that portraying the President Obama and First Lady Obama as members of the primate family is not only unacceptable, it is something that is deplorable and something that we will not tolerate. At least I will not. D'autres démocrates présents dans la salle ont porté des badges en faisant passer plusieurs messages. Celui-ci fait référence aux documents de l'affaire Epstein. Des victimes du criminel sexuel américain étaient présentes dans la salle après avoir été invitées par le Parti démocrate.
Mais il y avait également des représentants de l'opposition à l'extérieur du Capitole. Une trentaine d'entre eux ont organisé un contre-événement au discours du président. If you want the United States of America to be worthy of your love, be ready to take to the streets together, and we will take our country back. I'm not at the State of the Union speech tonight because these are not normal times, and Democrats have to stop behaving normally. And they want us fighting each other so we don't pay attention to what they're stealing from us. They want to call that the State of the Union. It is the state of denial. Au total, le discours du président américain a duré 1h47 où il a abordé plusieurs thématiques. We have achieved a transformation like no one has ever seen before and a turnaround for the ages. Just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court, it just came down. Very unfortunate ruling. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. I'm asking you to approve the Save America Act to stop illegal aliens and others who are unpermitted persons from voting in our sacred American elections. Le président américain avait également convié les équipes nationales de hockey sur glace, masculines et féminines, toutes deux médaillées d'or lors des JO d'hiver de Milan-Cortina. Les hockeyeuses ont décliné l'invitation. L'affaire de Jeffrey Epstein qui crée la tourmente pour certains leaders européens. Les retombées de la publication en janvier de documents sur Jeffrey Epstein, financier condamné pour agression sexuelle décidée, ont des répercussions à travers l'Europe. Après que des millions de documents ont révélé ses liens avec des personnalités politiques, des membres de familles royales, des hommes d'affaires européens, de premier plan, les procureurs français ont ouvert 2 nouvelles enquêtes. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. À Paris, les enquêteurs rouvrent des questions troublantes soulevées par les liens de Jeffrey Epstein avec la France, en se concentrant sur des infractions présumées qui pourraient inclure à la fois des abus sexuels et des malversations financières. La police exhorte les victimes à se manifester, après qu'une mine de documents sur Jeffrey Epstein a relancé l'enquête et incité les procureurs parisiens à rouvrir des pistes d'investigation. Nous disposons de nouveaux éléments avec la publication de 3,5 millions de documents. En les examinant, nous trouverons peut-être des éléments datant d'une période plus récente, ce qui permettrait d'ouvrir une enquête. Mais la première enquête que nous avons menée en France n'a pas abouti pour cause de prescription. Les poursuites pour délits sexuels présumés sont désormais prescrites en vertu de la loi française sur la prescription. C'est pourquoi les enquêteurs et les experts estiment que les traces financières pourraient encore permettre d'agir. À mon avis, les Français sont vraiment réticents à accorder davantage leur confiance à ce genre de personnes. Il est désormais très important pour les responsables politiques français de regagner la confiance du public. Le procureur de Paris passe au crible les fichiers Epstein. Il les recoupe avec les plaintes des victimes, les articles de presse et les pièces à conviction déjà examinées par les tribunaux français. Un lieu revient régulièrement. Derrière moi se trouve l'une des adresses les plus prestigieuses de Paris. C'est également là que Jeffrey Epstein possédait un appartement de luxe. À présent, les procureurs français enquêtent sur ce qui s'est passé ici et sur ce que pourraient révéler les traces financières. Il a compris que fréquenter ces gens riches, ces milliardaires, ces grands noms de la Silicon Valley, etc., le protégeait. Car vous vous souvenez que lorsque Wall Street s'est effondré en 2008, les banques étaient trop grosses pour faire faillite. Epstein voulait être trop gros pour être arrêté. Vous voyez, c'est la même logique. Et en France, c'est précisément ce mélange d'influence et de finance qui alimente la colère du public. C'est aussi la raison pour laquelle les procureurs affirment que la piste financière pourrait bien être celle qui permettra encore d'établir des preuves. Les comportements sexuels influencent, ainsi que l'argent, comme vous pouvez le voir. Je veux dire que, comme vous pouvez le voir, l'argent est très important. Pour les procureurs, la question est de savoir ce qui peut encore être prouvé sur le sol français. Et si cela relève des délais légaux actuels.
Mais pour beaucoup en France, ce regain d'attention soulève déjà des questions dérangeantes sur l'accès, le devoir de rendre des comptes et qui bénéficient d'une protection. À Paris, les enquêteurs rouvrent des questions troublantes sous Nous irons au Mexique. Les États-Unis s'impliquent de plus en plus directement pour démanteler les cartels de drogue. Dernière collaboration en date avec le gouvernement mexicain. La traque du baron de la drogue El Mencho, abattu le dimanche 22 février 2026. Le récit est signé France TV Info dans ce grand journal. Flagrations en série. Et dans ce champ, les forces spéciales mexicaines qui progressent face aux hommes des cartels. Leur objectif, cette petite maison de campagne dont la presse mexicaine a publié ses photos. Dans ce chalet à l'intérieur cossu, le chef du cartel de Jalisco avait l'habitude de retrouver sa maîtresse. C'est en suivant cette dernière que l'armée a remonté la trace de Nemesio Segarra Cervantes. Pour sa capture, l'Amérique promettait 15 millions de dollars. Nous avons bénéficié de l'aide de plusieurs institutions américaines et de leurs services de renseignement qui nous ont permis de démanteler les réseaux d'information d'El Mencho. Selon la presse américaine, la CIA aurait fourni les informations les plus précieuses, preuve de l'implication de plus en plus directe de l'Amérique dans la traque des cartels de la drogue. Au cours des derniers mois, plusieurs grandes figures du trafic ont été extradées vers les États-Unis. Dernière en date, Ryan Wedding, transféré vers Los Angeles le mois dernier. Cet ancien athlète olympique canadien, devenu l'un des plus influents représentants du cartel de Sinaloa. Dans sa cachette au Mexique, les enquêteurs ont retrouvé une incroyable collection de motos de course, valeur estimée 40 millions de dollars. C'est le Pablo Escobar de notre époque et il a cru qu'il pouvait échapper à la justice. Désignés comme organisation terroriste par Donald Trump, les cartels de la drogue se retrouvent face à une offensive inédite de la part de l'Amérique. La mort d'El Mencho est le résultat direct de la pression mise par Donald Trump sur les autorités mexicaines. Avec un levier, ces menaces de taxes douanières, c'est sa façon de les contraindre à coopérer davantage avec les autorités américaines. Donald Trump a plusieurs fois menacé de faire intervenir l'armée américaine contre les cartels. Les autorités mexicaines refusent pour l'heure cette option, préférant mener leurs propres opérations avec l'appui des renseignements américains. Flagrations en série. Nous irons aux États-Unis. Les déclarations de Donald Trump continuent de susciter la controverse. Cette fois-ci, c'est à propos de l'équipe féminine américaine de hockey que l'ancien président s'est retrouvé au cœur d'un nouveau tollé médiatique. Des propos jugés déplacés. Lors d'une intervention publique récente, Donald Trump aurait tenu des remarques à l'égard de l'équipe féminine de hockey des États-Unis qui ont été perçues par plusieurs observateurs comme sexistes. Condescendantes, selon ses détracteurs, le temps employé par le chef d'État minimisait les performances sportives des joueuses pourtant reconnues internationalement pour leur talent et leur palmarès. Écoutons les détails avec le consoeur de TVA Nouvelles dans ce grand journal. Coup de théâtre, je tombe en bas de ma chaise. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, Donald Trump se fait varloper. Ben, c'est drôle parce que hier, on parlait d'à quel point l'équipe des États-Unis en hockey avait posé un beau geste avec le chandail de Johnny Gaudreau, mais finalement, ça s'est éclipsé 24 heures plus tard sur les réseaux sociaux. Et c'est plutôt un extrait de cet appel téléphonique avec Donald Trump dans le vestiaire après le match qui est devenu complètement viral sur les réseaux sociaux parce qu'on l'entend, inviter les joueurs à faire la fête avec lui, mais aussi à poser un commentaire sexiste à l'endroit des filles. Je vous laisse entendre un extrait. We have medals for you guys, and we have to. I must tell you, we're going to have to bring the women's team. You do know that. I do believe I probably would be impeached. Okay. But anyway, if you could.
Donc, il invite les filles parce que, semble-t-il, il n'a pas le choix, sinon il va se faire destituer. Et bon, les rires de l'équipe, ça ne passe pas sur les réseaux sociaux. De nombreuses réactions par rapport à ça. Là, on en voit donc des internautes qui se disent voyons donc, c'est complètement attitude de perdant d'agir comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui sont derrière aussi, l'équipe féminine qui, finalement, a décliné l'offre en disant que, bon, conflit d'horaire, est-ce que c'est vraiment ça? Bon, l'histoire ne le dit pas, mais plusieurs réactions, je vous laisse en entendre quelques-unes. Is that is the ultimate reminder of how often women in sports get treated as a punchline. Like, even if you just won a gold medal, even if you just reached the pinnacle of your sport and dominated along the way, repping red, white, and blue, you won. And you still can be reduced to a punchline by the president. And the U.S. men's hockey team won gold, but still somehow ended up being the biggest losers. Et là, bon, ces images font le tour et d'autres histoires qui surgissent, entre autres, là, bon, la mère de Jake Hughes, qui est dans l'équipe des États-Unis, équipe masculine, ben, sa mère travaille pour l'équipe féminine. Donc là, bon, sur les réseaux sociaux, on propose à sa mère de plus jamais lui faire de repas, entre autres, de s'excuser également. Oui, exactement. Il y a également, bon, le directeur du FBI, Kesh Patel, qui se retrouve, qui a été filmé là-dedans et qui fait, ça fait beaucoup réagir également. Ouais, j'aimerais quand même rappeler que les gars ont été moins bons que les filles en finale. Les filles méritaient quand même plus l'or qu'eux autres. En tout cas, c'était mon petit commentaire. De retour pour la deuxième partie de ce grand journal sur Swag Radio avec Arlette Dorellas, mercredi 25 février 2026. Swag Radio on air avec du style, Alexa Open, Swag Radio pour nous écouter 24 heures sur 24. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. L'info sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News. Les infos à la vitesse de la lumière, P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole, the place to be. La cuisine haïtienne sans limite à Brothers Café Créole. Chiffre le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, the place to be. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. La signature du nouveau pacte national présenté par les autorités de transition comme une étape majeure vers la stabilisation politique et institutionnelle du pays suscite déjà de vives critiques au sein de l'opposition. Plusieurs partis et organisations de la société civile dénoncent un accord sans rupture, estimant qu'il ne propose aucun changement structurel face à la crise multidimensionnelle qui frappe Haïti. Le récit est signé Radio Télé Métropole dans ce grand journal. Plus de 72 heures après le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, document paraphé entre le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et des acteurs politiques, des voix s'élèvent déjà pour dénoncer son caractère. L'ancien ministre du Commerce, Jonas Kofi, y voit juste un arrangement sans avenir. Est-ce que nous gagnons preuve côté Premier ministre Fils-Aimé t'a invité un chef de parti politique pour venir chita discuter avec eux avec porte ouverte. Tout ça qui fait c'est des bagailles qui fait imbattables, c'est des bagailles copées, bagailles coquées qui arrivent faites. Pas gagner question accord, pas gagner question pacte de national qui fait sous question élection. Son arrangement qui arrive fait de façon à ce que pour être capable, pour être dans le pouvoir, pour aller soucier ensemble avec l'équipe qui a. Tout le monde qui signe accord, je dis accord, ma corps, c'est des gens qui a dans le gouvernement Fils-Aimé déjà. L'ancien sénateur Simon Dieuseul-Dera, de son côté, continue de plaider pour un exécutif bicéphale. L'ex-parlementaire s'est prononcé sur la situation sociopolitique du pays en dressant un tableau sombre des récents événements qui se sont produits. Pas question de pacte national si l'on résume son point de vue. Dans solidarité nous avec la gouvernance bicéphale, dans solidarité nous avec la population qui a souffert, avec la classe moyenne qui est décapitalisée. Mais cependant, nous voulons clarifier pour tout le monde. Nous ne sommes pas un groupe radical. C'est un groupe qui est là pour dialogue,
nous sommes du groupe qui est là pour le consensus, nous sommes un groupe qui est là pour la stabilité, pour la paix. Mais en même temps, nous ne pas voulons hypothéquer et l'honneur nous et souveraineté nous. Entre acteurs de l'opposition et celui du pouvoir en place, l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles a toujours un tour dans sa manche. Faisons un peu d'histoire. Opposant farouche de l'ex-président Jovenel Moïse, l'ancien premier ministre Ariel Henry et aussi Claude Joseph, il s'est fait représenter au CPT pour ensuite se désolidariser une semaine avant la fin de leur mandat. Aujourd'hui, il se tient face au premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Que faut-il comprendre de Moïse Jean-Charles? En tout cas, nous surmonter cette fois, nous pas quitter le pays nous. Imaginons, yon action contrat en bataille, en catimini avec Didier, yon premier ministre révoqué. Pas que personne qui j'aimerais pas que ça. Est-ce que nous acceptons? Nous pas accepter, on va comme ça. Haïtiens, mettez femmes sur nous, mettez garçons sur nous. Nous dans misère c'est vrai, nous dans trahi c'est vrai. Mais nous pas arrêter pour accepter ça fait nous la aujourd'hui. Que nous tous mourir debout. Ou bien nous mourir à genoux. Maldition pour tout le monde qui a Didier. Des acteurs politiques se dressent d'ores et déjà en face du chef du gouvernement, malgré sa tentative de trouver une issue politique devant aboutir à la stabilité et l'organisation des élections. Nous irons à Pétionville dans ce grand journal. La mairie de Pétionville lance une opération de démolition des petites constructions et abris érigés sur les trottoirs de la commune, dans le cadre d'un plan visant à libérer l'espace public et à organiser l'activité commerciale de manière plus ordonnée. Écoutons un extrait dans ce grand journal signé Radio-Télé Guinée. Surtout avec le secteur privé des affaires à Pétionville, pour nous montrer et mon Pétionville la nécessité qui gagne pour nous débarrasser la rue de tout ça qu'a fait, de toutes les salubrités. Nous faisons descendre derrière, la commission met tête ensemble, nous venons faire visite dans le marché cocoéen, de quoi pour nous voir comment nous lever Mounio et dans la rue. Et ce qui est priorité pour nous, ensemble avec le gouvernement, c'est voir comment nous pouvons parler ensemble avec tout le monde qui est au état-major police, le gouvernement, pour nous voir comment nous peignons avec ton seul pour tourner la caille. C'est tout le monde qui fait partie de marché Cocoyer, marché Colonie, Seigneur Bosco, Ripan Américaine, Rimétélis, n'a pas levé tout le monde. Le message que je vais tout le monde dans la population, même si les machines sont tout, il faut que tous collaborer ensemble avec Myriam pour nous arriver avec l'objectif pour faire mon dans la machine. Moi, je suis venu dans le marché 3 fois déjà. Je dis à la 4e visite. Nous devons mettre la machine dans tourner et nous retourner. Je dis toute la machine, je mettre compter sur nous en tant que femme. Et je peux mettre 8 mars, je vais laver. Je porte une clinique mobile pour eux, pour que je vienne faire toute la journée avec honnête. Et je profite de voir un message pour mon senior. Pour me dire, je vais mettre compter sur le travail. Le travail n'a pas campé. Je vais compressif pour 2 fois par semaine. Et je mets des gens qui vont accompagner le travail là pour nous. Pour nous commencer à déraciner Fatra pour nous finir à Fatra net. Et nous avons dit Abba Fatra et nous avons un message pour nous machine et tout. Nous avons dit la rue pour machine. Marché pour machine. Trottoir pour piétons. Nous irons dans le sud d'Haïti, dans la commune d'Aquin. Une importante opération policière menée par le commissariat d'Aquin a permis l'arrestation de plusieurs présumés grands voleurs de motos qui opéraient depuis plusieurs mois dans la région. L'intervention orchestrée sous la supervision du commissaire local, en collaboration avec des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, a été réalisée à l'aube après plusieurs semaines de filature et de collecte de renseignements. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Hein? En moto? Pour qu'est-ce que ça? Moto à qu'est-ce qu'il pense là? Tanzi? Oui. Comment tu es? Et le fond qui est gagné candidat. Quoi ça arrive? Débat. Débat. Les conditions monsieur le moto à pouler. C'est le moto à pouler pour le vendre. Pour vendre? Vous ne pouvez pas monsieur papier moto ça? Ah oui, il tout il l'a venu il vient de copier il a tout venu à papier. Combien de fois vous faites ça pour tuer les gens? Monsieur, pour te parler la poulie.
2 fois. Après ça, il va pas être connu pour faire. Qui n'est pas au moto? Je n'ai. Comment ça a été? Il était au cas où il y a des Américains. Moto ça, il va là. Qui moto est? Comment tu es venu? Ton Dayan avec Titan ça. Comment tu es venu moto ça? Elle l'a pris. Est-ce qu'on parle au courant, monsieur, qu'on voit les motos déjà? Oui, monsieur, qu'on voit les motos. Pour qu'ils soient acceptés, pour moto à le vendre pour eux. Un cas pour ça, oui. Le nom est monsieur, il va m'arrêter, monsieur. Mais l'elbe, il compte pas me filmer les motos, il vient avec papier. Il vient, il va entendre parler. Combien de monsieur qu'on boit comme ça les motos à le vendre? Bon, chaque année, il vient 5 minutes. 5 minutes. Mais attendez, là, on voit les motos ça matin. Moto ça, c'est moto passe sur l'église, je bois voler la 1h du matin. Qui est monsieur Barreau moto ça? Monsieur Barreau moto à 6h. Ouais, monsieur Barreau moto à? Si, monsieur Barreau moto, si monsieur Barreau moto, monsieur Barreau moto à, il va la carrer ma moto. Je ne vais pas moto là, je ne vais pas supposer boire avec la 6h. Vous êtes là hier soir? La carre prend 18. Elle prend 12 hier soir? La carre est de côté. Monsieur est le côté? Le côté ça d'eau? Moto est là pour moto pour bailler. Quand on passe à moto, comme ça? Ah mais, c'est pas mon comme dépassé. Moto de bon aller matin? Non. Hier soir, bon? Non. Non. Mais matériel bon moto ça pour dire au Kail. Laissons Haïti, nous irons en Iran. Un hélicoptère de l'armée iranienne s'est écrasé le mardi matin dans un marché aux fruits et légumes de la ville de Dorshek, située dans la province centrale d'Ispahan, faisant au moins 4 morts, ont apporté plusieurs médias internationaux et locaux. Selon les premières informations diffusées par la télévision d'État iranienne, l'appareil effectuait un vol d'entraînement lorsqu'il est tombé au cœur du marché. Le pilote et le copilote ont été tués dans le crash, ainsi que 2 commerçants présents sur place. Écoutons un extrait signé Euronews dans ce grand journal. Au moins 4 personnes ont perdu la vie quand un hélicoptère militaire iranien s'est écrasé dans un marché de fruits et légumes près d'Ispahan mardi. Les médias d'État ont confirmé que le pilote et le copilote de l'appareil figurent parmi les victimes du crash, qui a également coûté la vie à au moins 2 commerçants présents au marché. L'hélicoptère militaire effectuait un exercice d'entraînement quand il s'est écrasé dans la ville de Dorshé, dans le centre de l'Iran, à quelques 330 km au sud de Téhéran. Cet incident survient moins d'1 semaine après le crash d'un avion de chasse F-4, survenu jeudi dernier lors d'un exercice d'entraînement près de la ville de Hamedan, dans l'ouest du pays. Cet accident avait également coûté la vie à un pilote. Nous irons au Sénégal. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a exprimé le mardi 24 février son profond regret après la condamnation de 18 supporters sénégalais par la justice marocaine à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le reportage est signé Africa News dans ce grand journal. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a déploré ce mardi la condamnation à des peines de prison prononcée par un tribunal marocain à l'encontre de 18 supporters de football sénégalais. Ces derniers ont été reconnus coupables d'avoir envahi le terrain lors de la finale de la CAN 2025 en janvier dernier. Nous avons constaté que le traitement de cette affaire a dépassé le cadre du sport et nous devons dire que nous condamnons et regrettons cela. Pour des pays qui se disent amis comme le Maroc et le Sénégal, les choses n'auraient pas dû en arriver là car le sport et la passion sont liés. Les supporters sont accusés de violence contre les forces de sécurité et d'avoir causé des dégâts. Les peines sont comprises entre 3 mois et 1 an de prison. Si les autorités marocaines, en particulier le roi, décident volontairement de les gracier, très bien, nous dirons Hamdoulillah. Si elles ne le font pas, nous avons des accords qui nous lient et nous permettent de demander que les supporters purgent leur peine dans leur propre pays. Pour rappel, le Sénégal a remporté la finale de la CAN 2025 avec un score d'1-0 face au Maroc, le pays hôte. Cette finale a surtout été marquée par de nombreux incidents qui ont valu des sanctions aux 2 équipes ainsi qu'à certains supporters.
C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 25 février 2026. Météo pour ce mercredi. Température maximale environ 38 degrés Fahrenheit, assez froide pour la saison. Température minimale environ 29 degrés Fahrenheit. Neige éparse ou flocons le matin, puis possibilité d'averses neigeuses aux pluies neige dans l'après-midi. Les routes pourraient être glissantes, surtout le matin. Neige modérée, légère dans la matinée avec accumulation possible sur les surfaces rendant les trottoirs et voies routières glissants. Dans l'après-midi, temps froid avec mélange possible de pluie et de neige par endroits. Le vent du sud léger à modéré, ce qui peut accentuer la sensation du froid. Bien en dessous de 0 si le vent se lève, surtout dans les zones exposées. Habillez-vous chaudement avec manteau d'hiver, gants et écharpe. Pour ce aujourd'hui, c'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal sur Swag Radio. Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexandre Pen, Swag Radio. Écoutez-nous 24 heures sur 24 à Swag Radio on air avec du style. Info sans cassure, info à la vitesse de la lumière. C'est l'affaire de P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'info. Pendant ce café créole, Delicioso, la cuisine haïtienne est sans limite là-bas. Au 299 Main Street Everett, chiffrez le 617 294 1425. Joyeux mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.